vidéo permettant de faire correctement des exercices de génétique. Mais tout d'abord, commençons par des rappels. La première loi de Mendel. La première loi de Mendel nous dit que si nous croisons des individus homozygotes, ici en plus leurs phénotypes sont différents. Homozygote, fleur blanche, allèle blanc récessif, donc génotype blanc-blanc, noté ici petit v, croisé avec des fleurs violettes, l'allèle violet est dominant, j'ai donc un génotype ici violet-violet, alors nous allons voir une génération F1 homogène, ou encore nous pouvons dire que la génération F1 a 100% de phénotype violet. Avec cette première loi de Mendel, nous avons aussi la réciproque de la première loi de Mendel, qui nous dit que si nous croisons deux phénotypes différents, et que la génération F1 est homogène, donc que nous voyons en F1 100% d'un même phénotype, uniquement un même phénotype, alors nous pouvons dire premièrement que les parents sont homozygotes, dans ce cas blanc-blanc, violet-violet, et que le phénotype observé en F1 correspond à l'allèle dominant. La seconde loi de Mendel nous dit que si nous croisons des individus hétérozygotes, donc ici le génotype est violet-blanc, alors nous allons voir dans la génération F1 3/4 de phénotype dominant et 1/4 du phénotype récessif, c'est-à-dire que le phénotype récessif, l'allèle récessif, était bien chez les parents. Nous notons ce rapport 3/4, 1/4 ou 75%, 25%, nous pouvons le noter 3, 1. Avec cette deuxième loi de Mendel, nous avons aussi la réciproque de Mendel, qui nous dit que si nous croisons deux phénotypes identiques, ici fleur violette croisée avec fleur violette, et que nous voyons une génération F1 non homogène, avec des proportions par exemple de 3/4, 1/4, alors nous pouvons dire que les deux parents sont hétérozygotes et que la proportion du plus petit phénotype correspond à l'allèle récessif. La troisième loi de Mendel est une loi qui s'applique plus dans le cas du dihybridisme. Prenons ici deux gènes, le gène 1 correspondant à la couleur des poils, avec l'allèle blanc dominant et l'allèle brun récessif, et le gène 2 correspondant à la longueur de la queue, avec cette fois-ci l'allèle court qui est dominant et l'allèle long qui est récessif. Prenons deux chats homozygotes pour les deux caractères. Ici, queue courte et pelage blanc-blanc, croisé avec un chat qui a une queue de phénotype long mais homozygote, donc long, et un poil également homozygote, brun-brun. D'après la première loi de Mendel, si nous pouvions séparer les deux caractères, nous pourrions donc voir, comme nous avons croisé des individus homozygotes pour les deux caractères, nous allons voir 100% de la génération F1 de phénotype brun et court. En croisant deux individus de F1, donc un chat brun à queue courte avec un chat brun à queue courte, chaque chat va donner 4 types de gamètes: court brun, court blanc, long brun, long blanc, idem pour le second chat, et donc nous allons obtenir un tableau de dihybridisme à 16 possibilités, 9 16e de ces phénotypes obtenus en F2 seront donc de phénotypes doublement dominants, court brun, 3 16e de ces phénotypes seront des phénotypes court blanc, 3 16e de ces phénotypes seront des phénotypes long brun, et 1 16e sera de phénotype doublement récessif. Nous avons donc des proportions 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, encore notées 9, 3, 3, 1. Après ces rappels sur les 3 lois de Mendel, passons maintenant aux exercices. Dans ce premier exercice, intéressons-nous tout d'abord aux
petits pois. Nous avons ici deux phénotypes. Nous avons le phénotype lisse et le phénotype ridé. Ce qui veut dire en fin de compte que nous avons des petits pois qui sont bien sphériques et des petits pois qui, au contraire, ont une texture différente. Que nous apprend l'énoncé de cet exercice? Nous croisons donc ici des petits pois lisses et des petits pois ridés, c'est-à-dire que nous croisons deux phénotypes différents. Nous apprenons également que la génération F1 est homogène, car en F1, nous voyons 100% de petits pois de phénotype lisse. Alors, maintenant, analysons cet exercice. Nous savons, par la réciproque de la première loi de Mendel, que si nous croisons des phénotypes différents, à savoir ici phénotype lisse avec phénotype ridé, et que la génération F1 est homogène, alors, premièrement, nous pouvons dire que les génotypes parentaux sont homozygotes. Deuxièmement, comme la génération F1 est de phénotype lisse, cela nous apprend également que l'allèle lisse est donc dominant par rapport à l'allèle ridé. Ici, nous notons grand L, L majuscule pour lisse, petit r par exemple, ou petit l si vous préférez, pour l'allèle ridé. Donc nous savons maintenant que la génération parentale est donc homozygote. Le petit pois lisse a donc un génotype grand L, et le petit pois ridé a un génotype petit r. Regardons maintenant la deuxième partie de cet exercice. Nous allons croiser entre eux des petits pois de F1, c'est-à-dire que nous allons obtenir une génération F2. Et nous allons obtenir cette fois-ci en proportion 733 petits pois de phénotype lisse et 267 petits pois de phénotype ridé. Ces proportions correspondent plus ou moins à des proportions de type 3 quarts, 1 quart. Donc 3 quarts de phénotype lisse et 1 quart de phénotype ridé. Est-ce que ces proportions correspondent à la première loi de Mendel ou à la seconde loi de Mendel ou encore à la troisième? Nous sommes ici dans le cas de la seconde loi de Mendel, car nous savons que les individus F1 étaient hétérozygotes, donc génotype LR croisé avec génotype LR, et quand nous croisons des individus hétérozygotes entre eux, nous obtenons bien des proportions de type 3, 1, et donc des individus à proportion 3 quarts de phénotype dominant lisse et 1 quart de phénotype récessif, R ou ridé. Donc, les proportions obtenues sont bien conformes à celles prédites par la seconde loi de Mendel. Dans ce second exercice, nous allons étudier maintenant la souris et plus précisément le phénotype de la queue de la souris. Nous avons ici des souris sans queue et des souris avec une queue normale. Alors, que savons-nous du premier croisement proposé? Le croisement d'une souris sans queue avec une souris de phénotype normal donne en F1 10 souris sans queue et 9 souris normales. Pouvons-nous en conclure quelque chose? La réciproque de Mendel nous dit que si nous croisons deux phénotypes différents, ici sans queue avec normal, et que nous obtenons une génération F1 homogène, alors nous pouvons dire que les parents sont de génotype homozygote. Or, le problème ici, c'est que notre génération F1 n'est pas homogène parce que nous obtenons deux phénotypes différents. Pouvons-nous utiliser la seconde loi de Mendel ou la réciproque de la seconde loi de Mendel? Les proportions étant très proches, 10 souris sans queue et 9 souris normales, nous ne pourrons pas conclure sur la dominance de l'un ou l'autre des caractères. Dans le second croisement, nous allons croiser deux souris sans queue obtenues de la génération F1. Nous allons donc avoir une génération F2. Dans cette génération F2, nous avons cette fois-ci 10 souris de phénotype normal, 21 souris de phénotype sans queue
et 9 souris qui seront bizarrement mortes. Alors, que pouvons-nous essayer de conclure? Premièrement, nous pouvons supposer que le phénotype dominant est le phénotype sans queue, car nous avons le plus de souris sans queue. Donc nous allons noter phénotype dominant, grand S, par rapport au phénotype normal. Deuxièmement, comme nous avions des souris sans queue de génération F1, alors nous pouvons dire que ces souris étaient hétérozygotes sans queue normale. Ces souris pouvaient donc donner deux types de gamètes, grand S ou petit n. Réalisons le tableau de Punnett. Nous avons deux souris hétérozygotes, grand S, petit n, grand S, petit n. Nous avons ici le génotype homozygote, grand S, génotype hétérozygote, grand S, petit n, génotype hétérozygote, grand S, petit n, et le génotype récessif, petit n, petit n. Est-ce que les proportions obtenues correspondent? Nous avons ici 50% de génotype grand S, petit n, qui correspondent à un phénotype grand S. Nous avons 25% de phénotype petit n et de génotype homozygote petit n, petit n. Et nous avons aussi 25% de génotype grand S, correspondant lui aussi à un phénotype grand S. Ce qui est étrange, c'est que effectivement nous avons 75% de phénotype grand S. Or, les résultats nous indiquent également 9 souris mortes. À quoi peuvent correspondre ces souris mortes? Nous pouvons supposer alors que si le génotype est homozygote grand S, ce double caractère homozygote va entraîner le décès de la souris. Donc toutes les souris qui auront un phénotype sans queue seront donc des souris hétérozygotes. Et si nous revenons au premier croisement, nous avons donc ici le croisement d'une souris sans queue, donc de génotype hétérozygote, avec une souris normale qui est homozygote. Et en faisant le tableau de Punnett correspondant à ce premier croisement, nous allons bien obtenir 50% de souris sans queue et 50% de souris de phénotype normal. Cet exercice vous a paru un petit peu étrange, c'est tout à fait normal, mais il faut savoir qu'il existe effectivement des allèles mortels. Parfois, ils sont mortels à l'état homozygote, s'ils sont récessifs. Parfois, donc, s'ils sont récessifs, ils sont cachés. Et parfois, comme ici, pour le cas de la souris, même si l'allèle mortel est dominant, il ne sera mortel que si le génotype est homozygote et non hétérozygote.